Avec Jean-Sian et Joe Spiegel, on a un peu préparé cette séquence de ce début d'après-midi. Moi, j'aime bien raconter des anecdotes. Quand j'étais lycéen, il y avait un professeur, parce que souvent dans cette matière, c'était plutôt les hommes. C'était professeur d'histoire. Professeur d'histoire parce que c'était la connaissance pour savoir d'où nous venions. Toutes ces périodes qui nous conduisent à plus de 400 000 ans et plus, et jusqu'à la période la plus récente, au moment où on fréquente les bancs du lycée et après, pour certains et certaines, les bancs de l'université. Et c'est là que je me suis forgé cette conviction qui a été permanente dans toute ma vie, personnelle, d'engagement. On ne peut comprendre le monde que si on connaît bien notre histoire. L'histoire de notre région, parfois de notre village ou de notre ville, mais aussi l'Europe, le monde et au-delà. Et c'est pour ça que, dans le propos qui est le mien, j'ai forcément fait en sorte de dire à quel moment et dans quelle temporalité je m'exprime ici cet après-midi. Et j'ai choisi forcément des années précises, le lycée et après, partant de la Révolution de 1968. J'en ai été un des modestes acteurs, n'est-ce pas, Joe et quelques autres, mais quand on a vécu ce moment-là alors qu'on était à notre jeune âge de la découverte de la vie et du monde, c'est quelque chose qui nous marque pour toujours, incontestablement. On l'a appelé la Révolution de 1968. Après, avec le recul du temps et d'histoire, que n'a-t-on dit sur cette période, positivement, mais aussi négativement. Donc, cette temporalité, elle est celle-là, 68 à aujourd'hui, 55 années, un demi-siècle d'existence, et là aussi, j'ai eu la chance de commencer par être élu comme maire d'une petite commune de 2500 habitants en Côte du Nord à l'époque, car nous n'avions pas encore changé de nom, et en Côte d'Armor aujourd'hui. Et j'ai connu justement l'arrivée des premières lois de décentralisation. Et comme nous sommes une association qui a comme adhérents et adhérentes des conseils départementaux en majorité, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une assemblée départementale. Mais le budget était élaboré par le préfet et ses services et était exécuté par l'administration préfectorale. Dans les conseils départementaux, conseils généraux d'alors, il n'y avait pratiquement pas de service. En Côte d'Armor, il y avait 2 salariés. Et j'ai vu arriver cette décentralisation dans les années 82 et nous avons été nombreux à être, et nombreuses à être des acteurs de la mise en place de cette décentralisation dont il faut imaginer avec le recul du temps que là aussi ça a été une certaine révolution. Parce que placer l'autorité d'assumer des compétences transférées à une assemblée d'élus par le peuple, au suffrage universel direct, ce n'est pas la même chose que de le faire en sorte qu'elle ait assumé, ses responsabilités sont assumées par un préfet et ses services. Et ce qui vaut pour les départements vaut aussi pour les communes, pour les régions qui ont été créées, la dernière collectivité qui a été créée, 3 collectivités d'ailleurs inscrites dans la Constitution française. Donc j'ai vécu, puisqu'on fait souvent référence aux 30 glorieuses économiques, j'ai vécu les 30 glorieuses de la décentralisation et de son application. Vous savez que les 30 glorieuses économiques sont aujourd'hui avec l'histoire contestée,
Mais il faut reconnaître que sur la décentralisation, avec le consentement à l'impôt, la fiscalité d'alors, c'était 35 à 40% des budgets des collectivités territoriales. Pour celles et ceux qui aujourd'hui travaillent dans des départements et des collectivités, ils peuvent voir la différence avec cette période-là. Donc, je ne vais pas être trop long, mais c'est une partie importante de l'histoire qui m'a permis, avec d'autres, bien aujourd'hui, de réfléchir et de faire des propositions, mais on en parlera tout à l'heure, puisque j'ai souhaité qu'on puisse avoir cet échange. Je voulais simplement, en quelques mots, dire combien, puisque je suis dans cette temporalité avec vous, le monde a été bouleversé. On vit aujourd'hui un changement, voire véritablement, comme l'a appelé Edgar Morin, notre sociologue centenaire, des révolutions. Et j'aimais bien parce qu'il y a quelques années, récemment, il avait commis un interview au journal Le Monde, et il avait dit « L'humanité n'a jamais eu, au même moment, une crise énergétique, une crise sociale, une crise économique, la révolution numérique, tout cela en même temps. » Et il disait « La solution à tous nos maux réside dans un concept déjà rejeté par l'opinion publique qui s'appelle la complexité. » Et on est dans cette complexité. Et aujourd'hui, je mesure le fait qu'il y ait des interrogations sur la démocratie. Au moment des dernières élections municipales, il y a un sondage qui est passé un peu inaperçu, où les Français disaient, aux assemblées démocratiques, il vaudrait mieux avoir un chef désigné par l'administration d'État. Ça veut dire que les gens ont perdu, quelque part, cet attachement à l'idée qu'une assemblée d'hommes et de femmes élus au suffrage universel, qui assument des responsabilités avec les citoyens dans les territoires, c'était peut-être pas la meilleure organisation démocratique pour notre pays et pour nos démocraties. Si ça ne nous interroge pas, ça pose question. Et dans l'ouvrage que j'ai commis avec Olivier Roucan, politologue, qu'est-ce qui nous a amené quelque part à se dire il faut qu'on écrive quelque chose? C'est parce que nous avions des dialogues assez fréquents, c'est qu'on avait regardé depuis la Constitution qui a été réformée en 1958, qui a été votée en 1958, la décrue progressive, lente, mais toujours à chaque élection, des abstentions dans notre pays. Moi, j'ai connu des élections municipales en 1977. Dans ma petite commune, il y avait eu 92% de participation aux élections municipales. C'est vrai qu'il y avait un enjeu. Il y avait 2 listes, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années précédentes. Mais quand on a vu cette abstention, alors je mets de côté les municipales qui se sont déroulées au moment du Covid, mais toujours 3 à 4 points de personnes qui ne vont pas voter. Et on a décidé de travailler sur les causes, sur les raisons de cette abstention. Et cette évolution, révolution du monde nous amène, nous, citoyens, citoyennes engagés, à faire cet exercice de compréhension de ce monde qui est, de ce monde qui vient, et d'essayer d'imaginer le monde de demain. Alors, dans les travaux qui sont conduits, je me suis livré un petit peu à cet exercice, mais avec un peu d'humour. Qu'est-ce qui nous aide à le comprendre? Le GIEC, des experts du climat, de tout ce qui va avec, et qui nous fait prendre conscience sur le plan écologique. Mais moi, je fais une proposition. Il faut créer le SIEC. Comprendre, imaginer, entreprendre, coopérer. Réunissons dans ces sciences sociales, comme on l'a fait pour le GIEC sur les problèmes d'environnement, réunissons les sociologues, les philosophes, les économistes, mais tous les spécialistes des sciences sociales qui seraient capables de nous bâtir, non pas pour qu'on dise, voilà, ils réfléchissent et nous, on est là pour comprendre et exécuter. Non, mais pour participer, pour nous aider à comprendre le monde compte tenu du fait que les enjeux auxquels on est confronté
sont absolument énormes. Et dernier point sur ce propos liminaire, dans ce livre, nous avons effectivement fait œuvre d'une analyse, mais très vite, nous sommes passés aux propositions et nous faisons des propositions assez audacieuses pour certaines, mais vous dire que si on a abordé régénérer la démocratie par les territoires, c'est que nous sommes convaincus de plus en plus que la vie se passe plus sûrement dans les territoires, définis par quelques critères. Là où j'habite, là où je vis, là où je travaille, là où je consomme et là où je m'engage. Ça peut être le quartier d'une ville, ça peut être une ville, ça peut être un village, mais les éléments importants qui constituent notre vie collective, elle est forcément dans un territoire, quel qu'il soit. Et aujourd'hui, les solutions auxquelles nous sommes confrontés, ça doit partir des territoires quant à la créativité, l'initiative. Et là, il faut donner justement encore plus de liberté dans l'action de l'organisation démocratique. Et le deuxième point, c'est que nous ne sommes pas arrêtés à la démocratie politique. On a abordé aussi un sujet dont on parle peu, la démocratie dans les entreprises. N'oubliez pas que le général de Gaulle, quand il a proposé le référendum en 1969, on rappelle surtout la réforme du Sénat, mais il y avait la participation dans les entreprises. Et le général, après sa défaite, avait eu l'opportunité de s'exprimer. Il avait dit, tout le monde dit, c'est le Sénat qui a fait que j'ai perdu le référendum. Il disait, oui, mais vous oubliez, j'ai eu le patronat qui était contre moi, parce que je proposais la participation, de donner la parole aux salariés dans les entreprises. Le général n'était pas un révolutionnaire, mais pour autant, vous voyez, c'était déjà, parce qu'il s'était aperçu que déjà avant la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, il y avait des lois qui avaient été votées pour que dans les grandes entreprises, les salariés soient au conseil d'administration des entreprises. Donc, l'intérêt de nos propositions, c'est la démocratie dans tous les lieux de vie que l'on travaille, dans nos administrations, dans la vie sociale, dans les associations. Et c'est pour ça que la proposition n'est pas simplement cantonnée aux collectivités territoriales, à l'organisation étatique, mais elle est là aussi dans ce que l'on peut imaginer pour les vies collectives qui sont les nôtres dans le futur, que ce soit dans notre quartier, dans des territoires que chacune et chacun peuvent se choisir, mais aujourd'hui, on peut là aussi considérer que l'organisation démocratique de notre pays, et en regardant maintenant les autres pays d'Europe et du monde, elle est face à des difficultés aussi importantes que la question environnementale. Et ça renvoie, mais je ne vais pas reprendre mon propos d'hier, la place de la culture au cœur de toutes ces réflexions, parce que, comme tu le disais, Jo, et je partage, c'est ce qui fait qu'on peut tenter d'apporter une réponse à la question du sens. Que faisons-nous du passage que nous vivons les uns les autres momentanément sur cette planète ?